C'est son troisième discours sur le sujet, et plus il parle, moins il en dit. Alors là, on a eu quand même, c'était une circonstance assez solennelle. Bon, alors j'ai bien aimé le côté français qui consiste à parler de culture et à faire des citations, ça c'est bien. Mais sur le fond des défis les plus brûlants, il n'y a pratiquement rien. Sur le social, qui était la grande interrogation, la raison pour laquelle l'Union européenne au départ était vécue comme un rêve, rien. Il nous reste les travailleurs des plateformes détachés, sur les travailleurs des plateformes. S'il n'y avait pas le texte que nous avons impulsé, qui arrive par la Commission, pour qu'il y ait une présomption de salariat pour ces travailleurs, vous savez, ceux qui livrent à domicile, ceux qui font les Uber, quoi, en quelque sorte, il n'y aurait rien. Je prends ça pour le social, mais pour ce qui concerne l'écologie, devant l'énormité du défi du changement climatique, une sorte de credo sur le marché, avec le marché carbone, qui n'est rien d'autre qu'un droit à polluer, tout le monde le sait. Donc j'ai trouvé que la substance était pauvre. Au départ, on avait l'impression que sur la Russie, cependant, il en rabattait, et que c'était beaucoup moins agressif que la période où il avait dit on va défendre l'intégralité du territoire de l'Ukraine, qui était une formule absolument folle, parce qu'elle portait une menace de guerre. Mais cependant, les phrases sont un peu... j'ai trouvé il y avait des moments un peu choquants, par exemple dire le réarmement stratégique de l'Europe, composante du dialogue avec la Russie. Bon, on connaît, ça veut dire, on va dire quoi? On va dire aux Russes, craignez-nous parce que nous sommes armés jusqu'aux dents. Ça ne s'appelle plus un dialogue. Après, il y a quelques sujets qui, comme vous le savez, peut-être me tiennent plus à cœur. Pas un mot sur les pesticides, qui est quand même la grande question de l'empoisonnement des populations en Europe, alors même qu'il évoque sur d'autres sujets des législations miroirs, pardon, c'est le jargon de l'Europe. Hein. Ça veut dire qu'on va dire qu'on n'acceptera plus l'importation en Europe de certains produits qui contiennent des matières considérées par nous comme dangereuses en Europe. Donc si cette clause peut exister, elle peut donc exister aussi pour les pesticides et elle peut exister à l'intérieur de l'Europe. Moi j'ai été déçu sur ce point qu'on en soit toujours au même point. De même qu'il n'est absolument rien dit sur les mécanismes de contrôle des différents pays, sur l'alignement, sur les conclusions de la COP21, les engagements qu'on avait pris. Donc ça paraît être un peu un discours de circonstance, et ce que ne savent pas les citoyens européens, c'est qu'en réalité, une présidence a une faible initiative. Pourquoi? Parce que comme on change de président tous les 6 mois, le programme roule de l'un à l'autre. Et en quelque sorte, c'est toujours la Commission qui a la haute main sur ce qui se fait réellement. Par conséquent, le président français avait une petite marge de manœuvre qui était celle d'introduire de nouveaux sujets dans la discussion européenne. C'est ça principalement sa marge de manœuvre. Et là, on ne trouve rien. Sinon, quelque chose sur le sommet sur les océans, mais moi, j'ai les plus grandes craintes, vu que je l'ai vu pas loin de là lorsqu'il était à Marseille pour cette conférence sur les océans, refuser de se prononcer sur le refus de l'exploitation des grands fonds. Donc le pire, ça serait qu'ils se réunissent tous pour dire « ah ben oui, on va discuter de savoir comment on peut exploiter les grands fonds », ce qui serait en Méditerranée, qui est une mer sur laquelle l'Europe a d'innombrables portes d'entrée, une pure et simple catastrophe. Voilà ce que j'ai repéré, c'est-à-dire un discours usé d'un homme qui semble usé par ce qu'il dit, une agressivité stratégique qui finalement est maintenue, même si on le sent moins prompt à vouloir se précipiter en Ukraine pour y faire la guerre. Et puis sur le plan social inexistant et sur le plan climatique à peu près autant. C'est l'impression que ça m'a laissé. Donc je suis déçu, mais je vois qu'il va bien falloir que nous, on se prépare activement, parce que s'il venait à être battu, une élection, ce n'est pas une formalité administrative, hein, je le rappelle, c'est quelque chose qui n'est pas coutumier en Europe de voir quelqu'un qui a une élection au milieu de son mandat assumer une présidence. De ce point de vue, les Allemands nous avaient donné une leçon, puisque quand c'était leur tour d'être président avec une élection au milieu, ils avaient préféré passer leur tour et attendre 6 mois de plus pour prendre la présidence. Je pense que M. Macron aurait gagné à procéder de la même manière, parce qu'au moins les Européens, et par respect pour eux, auraient eu la même tête à la tête de l'État français, et par conséquent les mêmes objectifs. Les marges de manœuvre que s'est donné M. Macron aujourd'hui sont très faibles, et s'il était battu et que ce soit moi qui le batte, naturellement, j'aurais d'autres priorités. Sur la philosophie, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il a développée que pour l'avenir, la souveraineté ne peut être qu'européenne sans pour autant dissoudre les nations? Ça ne veut rien dire, donc tout le monde ne peut qu'être d'accord à ce niveau de généralité.
comment, sans dissoudre les nations, on va transférer la souveraineté à un autre ensemble. Bon, ce que je peux dire, c'est que il y a évidemment dans ce qu'il a annoncé quelque chose qui n'a pas fini de faire des vagues. C'est que si on transfère au Parlement européen une capacité d'initiative législative, tout le monde comprend que toute l'Europe sera tourneboulée par cette situation. Et que les transferts de souveraineté qui auront été effectués dans le passé, parce que c'est ce qui se passe quand on construit un ensemble comme l'Union européenne, vont dépendre d'initiatives législatives qui viendront du Parlement et non plus du Conseil de gouvernement et de la Commission. Alors tout ça peut paraître embrouillé, mais ça veut dire que ça ne prend pas le chemin d'un respect très grand de la souveraineté des nations. Mais pourquoi pas, discutons de tout ça. Ça mérite d'être à plat. Mais la plupart du temps, chaque fois qu'il semble qu'il y ait une ouverture démocratique qui se fait, ça se transforme en son contraire, en un piège qui conduit les nations à disparaître. En tout cas, il ne peut pas être question de ça pour nous. Hein. Bon, voilà, ça c'est ce que je peux dire. Pour le reste, j'ai entendu le credo traditionnel, la démocratie libérale, tout le monde connaît ça, c'est le credo des Allemands, l'ordolibéralisme, on ne croit qu'au marché, la politique ne doit pas s'en mêler, il a fait que ça. Répéter le marché, par exemple, sur les géants de l'informatique et du numérique, il a dit le contraire de ce que l'Europe a fait jusque-là. Si l'Europe a fait Airbus, si l'Europe a fait Ariane Espace, c'est en mettant en commun des actions des États et en les protégeant précisément du marché, parce que sinon, elles n'auraient jamais existé. Alors je ne vois pas pourquoi, avec les logiques de marché, on arriverait à faire émerger ce qu'il appelle de ses voeux des géants du numérique, dont on n'a pas bien compris à quoi ils serviraient. Moi, du moins, je l'annonce, je dis il faut des géants du numérique pour garantir la souveraineté des Français sur leur propre situation. Bon. Donc tout ça reste très flou, si vous voulez. C'est un discours très général et pauvre en ambition. Il a répété. Alors, pourquoi répète-t-il ? Tout simplement pour une raison toute bête. Il ne peut rien faire d'autre. Les députés qui se réclament de lui ici, dans cet hémicycle, appartiennent à la majorité du Parlement et appartiennent à la majorité de l'actuelle commission. Par conséquent, il ne peut pas tenir de discours qui soit différent de celui de la majorité du Parlement, qui est en effet démocrate libéral, et de la majorité de la Commission. C'est donc en quelque sorte, du point de vue des grands dossiers qui concernent les Français, une présidence pour rien. Et sur le plan climatique, vous dites que c'était vide sur le plan climatique. Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention de Yannick Jadot alors ? Je ne sais pas, je vais l'écouter avec intérêt. Je suis sûr qu'il va dire des choses sensées et intéressantes. Sans doute aux alentours de ce que moi-même je suis en train de dire, sinon que il y a des divergences que vous connaissez sur l'analyse. Eux se prononcent parce qu'ils ont compris que la concurrence libre et non faussée, le libre-échangisme, etc., c'est plus possible parce que c'est une incitation permanente au productivisme. Hein. Donc ça, ils l'ont compris, ils le disent maintenant, ils parlent comme nous de planification écologique et aussi, même je crois avoir entendu une fois qu'ils parlaient de règles vertes, donc c'est plutôt des bons signes. Mais si vous ne changez pas les traités, vous ne pouvez rien faire de tout ça. Parce que dans les traités, c'est écrit noir sur blanc que non seulement l'Union pratique la liberté de l'échange, de la concurrence libre et non faussée, mais en plus avec les autres. C'est écrit dans les traités. Donc je pense qu'il lui reste encore un pas à faire, il le fera. Il reste 80 jours avant le premier tour. C'est clair que du point de vue des élections françaises, pardon de le ramener à ça, s'il faisait ce pas-là, de dire au moins sur ce sujet, nous remettons en cause les traités européens, on se retrouverait dans une attitude, des choix politiques extrêmement proches qui favoriseraient une alliance qui serait de toute autre nature que celle qui a été convenue en Allemagne entre les Verts et les sociaux-démocrates, qui est une alliance de l'écologie de marché néolibérale, qui n'a pas de consistance. Bon, en tout cas à nos yeux. Hein, voilà. Monsieur Mélenchon, oui. Vous n'êtes pas député européen, mais vous êtes là aujourd'hui. Oui. C'est pour apporter votre soutien à vos députés européens Non, c'est parce que la campagne électorale a lieu en France, Strasbourg est en France, j'ai donc l'opportunité d'y venir. À mes yeux, vous le savez, vous allez sans doute... à mes yeux, Strasbourg est la capitale politique de l'Europe, ce n'est pas Bruxelles. Les Français ont laissé glisser trop de choses. Bon, voilà, ça se passe ici, je suis là, c'est là que vous êtes d'ailleurs, si je veux vous rencontrer, faut être là où vous êtes. Voilà,
Bon, la campagne, c'est bien qu'elle prenne appui. C'est une présidence française. C'est pas moi qui ai choisi que ce soit la présidence française. Et comme il y a une élection au milieu, on ne peut pas considérer que c'est une formalité administrative. Si ça se trouve, au mois de fin avril prochain, il faut que je revienne ici. Mais cette fois-ci, ça sera par l'autre porte pour expliquer ce qui a changé du point de vue de la présidence française. Mais n'est-ce pas inélégant